d'Égypte. L'exil d'Égypte était sur le joug de Paro. Lorsqu'on prend Paro, on observe quelque chose de très intéressant dans son rapport avec les Juifs. J'ai vu ça la première fois cette année, mais je n'avais jamais prêté attention à ça. Au départ, Paro, lorsque les Juifs se multiplient, bon, il organise un conseil de ministres, il dit voilà, il y a un problème démographique, on a un peuple ici, ils étaient 70, ils se multiplient de plus en plus, à un moment donné, ça sera un problème. On va dire dans son propos, il n'y a pas d'antisémitisme, il n'a pas de haine de la personne. Il a simplement peur, voilà, qu'il y ait un peuple étranger ici qui prend le pouvoir un jour. Alors qu'est-ce qu'il dit? Bon, Avalikrat Malo, on va les asservir, on va les même, au début c'était gentil, on va les payer, etc. Mais comme ça au moins on a un contrôle sur ce qui se passe, on ne se laisse pas déborder par ces personnes-là. Ce qui lui dérangeait, c'est la présence juive en Égypte, pour dire les choses simplement. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Je pose une question. Par la suite, on a Moshe et Aaron qui viennent le voir et qui lui disent Paro, on a une solution pour toi. C'est quoi ton problème? La présence des Juifs? On prend les Juifs et on s'en va. Il aurait dû être le premier content, Paro, normalement. Est-ce que je veux dire? Au regard de son inquiétude de départ, hein, il aurait dû être content. Voilà, je ne les voulais pas. Il y a deux personnes qui viennent, pourquoi de prendre tout le monde? Toute l'immigration, hop. Et pourtant, et là, non, Paro, il s'acharne. Et on a limite l'impression qu'il est devenu sadique. Et tous les matins, il charcutait 150 enfants juifs, vous savez ça? Et tous les soirs, pareil. On a vraiment l'impression qu'il y a eu un basculement chez Paro. Au départ, on a l'impression que c'est un homme pas forcément méchant, mais avec des inquiétudes légitimes peut-être. Il a eu peur d'être débordé par un peuple étranger. Et vers la fin, on a vraiment l'impression que c'est devenu un sadique, un antisémite, un mauvais, quoi. Comment expliquer ça? Vous avez jamais fait attention à ça? C'est à partir du deuxième pharaon, Ramsès. Pour certains, c'était le même. Hein. Pour certains, c'était le même. Ah non. Parce que le premier, au temps de Joseph, il n'y avait pas tout ça. Mais Rachid nous explique que selon certains, c'était le même pharaon qui a fait semblant de ne plus connaître l'ethnie Israël. Parce que, comme il dit... Non mais les deux épisodes que j'ai mis en avant là, la première réaction et la deuxième, c'est le même pharaon. Quoi qu'il arrive, c'est le même pharaon. Quoi qu'il arrive. Hein. Alors, c'est là on peut s'étonner, qu'est-ce qui s'est passé chez Paro? Comment il est devenu un sadique, un crétin? On va dire, un homme normal au départ, on peut dire ça comme ça. Vous savez qu'il y a un principe dans la Torah hein, qui a été mis en avant par le Rabbi Aaron Halevi, l'auteur du Sefer Achilo. Vous savez, il y a un Rav qui a vécu il y a 1000 ans en arrière qui s'appelait Rabbi Aaron Halevi. Il a écrit un livre qui s'appelle le livre de l'éducation. C'est un livre que j'invite tout le monde à l'acheter si vous ne l'avez pas, à l'étudier surtout. Parce que dans ce livre, il a écrit pour son fils au départ. Il prend toutes les mitzvot de la Torah, 613 mitzvot, et il donne le sens de chaque mitzvah. C'est très intéressant. Chaque mitzvah, il trouve une raison. Au mieux, hein. Il y a des mitzvot qui la raison nous échappe, mais il est tout le temps en train d'essayer de trouver une explication rationnelle, etc., etc. Ce livre, il l'a écrit pour son fils. Donc, il a été écrit de façon à ce qu'il s'adresse personnellement à son fils. Et là-bas, par exemple, il dit pourquoi est-ce qu'on mange de l'herbe amère à Pessah? C'est pour nous souvenir de l'amertume qu'ont vécu nos parents en Égypte. Bon, ça c'est logique. Il y a une mitzvah à Pessah qui n'est pas très connue, peut-être parce qu'elle n'est pas tellement actuelle au départ, aujourd'hui, mais en tous les cas, à l'époque où il y avait le sacrifice Korban Pessah, il y avait une interdiction de briser les os du sacrifice. Bon, est-ce que vous avez entendu parler de cette mitzvah? Ouais, bon. Et pourtant, elle fait partie de 613 mitzvot. Alors, arrivé à cette mitzvah, il doit aussi donner une explication. Et là-bas, il explique, il dit à son fils, voilà, tu sais pourquoi on ne doit pas briser les os? Parce que nous, les Juifs, on est des princes. Et un prince, il n'est pas en train de toucher à les os. Donc, tout simplement. Un prince, il va jamais, il va pas. Il a de la classe, il ne va pas s'aventurer à trafiquer les os dans une assiette. Et là, le Balachinour devine un petit peu la question de son fils. Parce que là, lorsque je lui dis ça, vous dites, attends, des princes, ça va, mais si on avait encore le sentiment d'être un prince, on veut bien, on n'a pas ce sentiment-là, à la rigueur. D'abord, essayer de me convaincre que je suis un prince, d'accord? Et une fois que je serai convaincu dans ma tête, dis-moi, voilà, tout naturellement, je vais pas... On a l'impression qu'on prend le problème à l'envers, là. On demande de faire une chose qui ne correspond pas à moi, mais j'ai pas le sentiment d'être un prince. Vous voyez ce que je veux dire? D'abord, mets l'accent à me convaincre que je suis un prince, et ensuite, éventuellement, tu me diras que pour un prince... Alors là, le Balachinour devine un petit peu cette question, il dit attention, ne te trompe pas. C'est vrai qu'au départ, toi, tu n'as pas du tout le sentiment d'être un prince. Mais en agissant comme un prince, tu vas finir par l'être. Ça a été une révolution à l'époque, cette phrase qu'il a dit. Et il l'a répété souvent dans son livre. Ça veut dire quoi, de façon simple? Que le comportement influe l'esprit et les sentiments.
Nous, on penserait tous le contraire. Nous, on penserait tous que d'abord, on est convaincu d'une chose, et lorsque je suis convaincu au niveau de ma tête, ça se traduit au niveau du comportement. Là, ça prend aussi que c'est valable aussi dans l'autre sens. Très souvent, en faisant, je deviens. En me comportant comme un homme gentil, je deviens gentil. En me comportant comme un homme méchant, je deviens méchant. C'est le premier qui a mis ça en avant, Rabbi Aaron Halevi. Mais c'est devenu une des bases du judaïsme. Achare apeulot nimshachim albavot. C'est pourquoi dans la Torah, on nous demande souvent de faire des choses, même si, j'allais dire, on n'est pas encore au niveau. Parce qu'en les faisant, en se comportant, on va devenir au niveau. C'est une révolution quelque part, vous savez, ça surprend au départ. Parce qu'on pourrait tous penser que le comportement n'a rien à voir avec l'esprit. C'est pas en me comportant que je vais devenir. Vous voyez ce que je veux dire ça? C'est extérieur un comportement. Un sentiment, une réflexion, c'est intérieur. Comment l'extérieur va influencer l'intérieur? Au départ, ça paraît illogique quelque part. Et pourtant, Rabbi Aaron insiste beaucoup sur ce principe-là. Je l'ai dit la semaine dernière, mais j'ai vu sur Internet une étude qui confirme, c'est incroyable, parfaitement ce principe-là. C'est un prof d'université aux États-Unis qui a partagé sa classe en 3 groupes. Il est venu un matin, il leur a dit voilà, j'ai ici 100 baladeurs avec des écouteurs. J'aimerais bien faire un test sur la qualité des baladeurs. Est-ce que l'écoute elle est bonne ou pas, etc. etc. Bon. Je veux voir aussi, est-ce que l'écoute, elle n'est pas affectée par le mouvement lorsque je bouge, est-ce que j'ai la même écoute ou pas, etc. Bon. Alors il avait le groupe 1, 2 et 3. Il leur a donné à chacun des élèves un baladeur. Le groupe 1, il leur a dit vous allez écouter la musique pendant 1 heure sans bouger. Vous allez dire ensuite quel est votre sentiment sur la qualité de la musique. Le groupe 2, vous allez écouter la musique en bougeant comme ça. Le groupe 3, vous allez écouter la musique en bougeant la tête de haut en bas pendant 1 heure. C'est universitaire, hein, c'est pas des imbéciles. Hein. Au bout d'1 heure, il leur a donné un questionnaire, un petit questionnaire, de remplir, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la musique? Est-ce que le mouvement de la tête a influencé ou affecté la qualité de l'écoute, etc., etc. Et à la fin, au passage, il a suggéré, il a dit, moi, je pense qu'il faut élever le tarif des frais universitaires, il faut les élever, il faut passer de 500 $ par mois à 700. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la question bonus, hein? Bon. Mais en vérité, c'est surtout ça qui l'intéressait, cette question. Tout le reste, c'était pour noyer le poisson. Alors, je vous donne les résultats de l'étude. Je parle d'universitaires quand même, des gens qui sont supposés réfléchir, etc. Le premier groupe, bon, ils ont répondu ce qu'ils ont répondu par rapport à la qualité de la musique, pas important. À propos de la dernière question, est-ce qu'il faut élever le tarif? Ils ont répondu non, il faut le laisser en place. Bon, une réponse neutre. Le deuxième groupe, ceux qui avaient bougé la tête comme ça, vous avez deviné maintenant, ils ont répondu non, non, il ne faut pas élever, au contraire, il faut baisser. La moyenne de réponse a été dans ce sens-là. Il faut baisser, il faut passer de 500 $ à 475, quelque chose comme ça. Et le groupe 3, qui avait bougé la tête pendant 1 heure, ont répondu il faut élever, peut-être pas à 700, mais à 650. C'est dingue. Si un raborixant, on aurait pour un fou. Mais quand c'est une étude, on donne beaucoup de crédit à ça. Mais c'est dingue. On se rend compte que le comportement, qui paraît détaché complètement de l'esprit et des sentiments, c'est un comportement, c'est extérieur, c'est rien. Eh ben non. La Torah a raison lorsqu'elle dit qu'un comportement agit sur l'esprit et sur les sentiments. On se rend compte à combien c'est vrai. À combien c'est vrai qu'un comportement, même s'il est extérieur, même s'il est contraint, même s'il est forcé, il agit sur nous en fin de compte. Il finit par agir. En faisant bien, on devient bien. Vous savez, ça peut expliquer pourquoi le Maïmonide, dans ses lois de la Tzedaka, là-bas, il nous dit la chose suivante. Si une personne a 1000 € à donner à la Tzedaka, vaut mieux qu'il donne 10 fois 100 qu'une fois 1000. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il donne 10 fois 100, et ben le rituel, comme vous dites, le comportement, il va le répéter. Et un comportement positif agit sur une personne. Ça explique ça parfaitement. Mais là, on se rencontre très souvent, comme quoi, des choses qui sont écrites dans la Torah, et puis on est sceptique, on dit non, c'est des ça. Je suis sûr quand Rabbi Aaron avait dit ça à l'époque, comme quoi le comportement agit sur l'esprit, tout le monde a pris pour info, mais depuis quand? Le comportement, c'est superficiel, c'est extérieur, c'est détaché, et on se rend compte à combien c'est vrai. À combien on ne doit pas hésiter à faire des choses, même si on n'est pas au niveau, c'est pas grave. En faisant, on devient. En faisant du chesed, on devient un bal chesed. En se comportant de façon méchante, même si on n'est pas méchant, on devient quelque part méchant. Ça influence. Ça pourrait expliquer aussi cette idée-là, un épisode biblique. Je vous ai parlé de Yosef. Je
vous ai parlé de Yosef tout à l'heure, on a parlé de Yosef, Yosef Hatzadik. Vous connaissez un petit peu l'histoire de Yosef, comment ça s'est passé hein, au départ, c'était le fils, c'était le préféré de Jacob. Hein. Bon, et du fait qu'il était préféré, ça a éveillé la jalousie de ses frères vis-à-vis de lui, la jalousie du mortel. Bon, en plus de ça, il a raconté à ses frères ses rêves, comme quoi, dans ses rêves, il avait vu qu'un jour, ses frères se prosterneront à lui, bon, ils l'ont détesté encore plus, etc., etc. Et un beau jour, ses frères étaient en train de s'occuper du troupeau loin de là, et Yaakov le père appelle Yosef et dit Yosef, j'ai une mission pour toi, va voir comment vont tes frères. Bon, c'est une leçon en soi, vous savez, il savait que c'était risqué, mais il va obéir à son père, on n'y pense pas, hein. Il savait que c'était un risque, il va se retrouver seul avec eux, qui va bête, il savait qu'il le détestait. Et son père lui demande, il y va. Bon. Arrivé là-bas, il y a un des frères qui se lève et dit Ine Baal Achalomot Alazeba. Ah, voilà le rêveur qui arrive. Les Chouvena Argeou va le tuer. Venire Mayou Chalomotav. On verra bien que donneront ses rêves. Catastrophe. C'était qui ce frère, vous savez, pour la petite histoire Shimon. C'est Shimon qui a eu cette idée-là, qui a émis cette idée d'éliminer physiquement. Bon, par la suite, il a eu la chance parce que Yehuda, le chef, dit non, non, on ne va pas le tuer, on va le vendre, c'est mieux. Et là, bon, la suite on la connaît, il va être vendu comme esclave, il va atterrir chez Poutifar en Égypte, il va finir prisonnier pendant 13 ans alors qu'il n'avait rien fait, etc., etc., etc. Le temps passe, et voilà que le rêve se réalise. Ses frères viennent vers lui pour acheter la nourriture. Il est vice-roi d'Égypte. Pourtant, il est vice-roi d'Égypte, il était chargé de nourrir toute la région, etc., etc. Et la Torah nous dit que la première chose que Yosef fait, il prend Shimon. On peut comprendre pourquoi, hein. Shimon, c'était le premier à émettre l'idée de la solution finale de l'éliminer. Il prend Shimon, il l'emprisonne. Derrière, Rachid nous explique, c'est comme son frère, derrière il va aller, il va lui faire un festin. Aux yeux des gens, il l'a emprisonné, mais derrière, il va le gâter, il va lui préparer des repas, etc., etc., toutes sortes de bois. Il va le gâter comme un roi peut gâter un sujet. Alors, pourquoi est-ce qu'il a choisi Yosef? Pourquoi il a choisi Shimon, pardon? Hein? Celui qui a commencé à réaliser son rêve. Non mais pourquoi il a choisi d'emprisonner Shimon? Je vous l'ai dit, parce que Shimon a été celui qui a éliminé. Bon. Mais vous posez une question, mais c'est de la vengeance. Mais en même temps, il le choisit, on nous dit parce que le Rachid nous explique, parce que Shimon a été celui qui a donné l'idée de le vendre. Mais c'est quelque part Yosef le tzaddik qui se venge. C'est une interdiction de la Torah, l'otikom de l'otitor. Un juif n'a pas le droit de se venger, encore plus de ce que ça. Il n'a même pas le droit de garder rancœur. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Ça vient pas de toi, ça vient de Hachem. Non mais, je veux dire, regardez, n'empêche qu'il l'a emprisonné. Oui. Alors comment comprendre ça de la part d'un tzaddik, au final? Alors que la Torah interdit la vengeance, je viens de le dire, elle interdit même la rancœur. Vous savez ce que ça veut dire? La Torah dit que si une personne t'a fait du mal, il n'a pas voulu te prêter de l'argent, bah, si tu vas le voir, tu lui dis moi je te prête pas parce que tu m'as pas prêté, c'est de la vengeance. Mais il y a encore une chose que la Torah interdit, ça va encore plus loin. Si tu vas voir la personne qui dit moi je te prête, je suis pas comme toi, pour vous dire que tout va bien, dès lors où je lui prête, la Torah dit mais ça t'as pas le droit de le faire, ça t'a gardé rancœur. Alors comment accepter que Yosef se comporte comme ça? Une question. Alors j'ai vu cette semaine la semaine dernière une explication extraordinaire qui dit la chose suivante. En vérité, Yosef n'a jamais voulu se venger. C'est vrai qu'il a choisi Shimon parce que Shimon a émis l'idée de l'éliminer. Mais ça s'est passé comme ça. Yosef, toutes ces années, avait gardé une rancœur profonde vis-à-vis de Shimon. Yosef souffrait qu'au fond de lui, il a de la rancœur vis-à-vis de lui. Il souffrait du fait qu'il a de la haine pour son frère. Il s'est dit, comment me débarrasser de cette haine, ce sentiment de haine? C'est difficile à se débarrasser d'un sentiment. Alors, conformément au principe que lorsque je me comporte, je deviens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de se comporter vis-à-vis de Shimon comme une personne qui l'adore, lui faire un festin, etc., etc., en se disant qu'en me comportant avec Chesed, je vais chasser la rancœur que j'ai au fond de moi et développer au contraire un sentiment positif. Donc c'est toujours conformément à ce principe-là, on se rend bien compte encore une fois à combien le comportement agit sur les sentiments. Et pour répondre à la question de départ, on s'est posé la question avec Paro, comment expliquer sa décadence à Paro? Tout simplement. On peut imaginer que Paro au départ il n'était pas forcément mauvais. Au départ il avait un problème, il a servi les Israël pour les contrôler. Mais lorsque tu te comportes mal, tu développes en toi un mal. Et c'est ça l'idée. Même si au départ il n'était pas profondément méchant, mais en se comportant comme ça, même pour des bonnes motivations, peu importe, en ayant un comportement méchant, il est certainement devenu méchant.
s'arrêter là. S'il y a des questions, s'il y a des... C'est tellement clair qu'il n'y a pas de question. Voilà. Comme il a dit Daniel, déjà, Chazak ou Baruch à la famille qui nous a